Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 57, Ella, Northampton, 17 juin 2008. Bien-aimée Ella, vous avez eu la bonté de m'en demander plus. Voilà. Après la mort de Margot, ma vie a subi un changement spectaculaire. Perdue dans un cercle de drogués, participant aux fêtes qui duraient toute la nuit, assidue des clubs d'un Amsterdam que je n'avais jamais connu auparavant, je cherchais le réconfort et la compassion au mauvais endroit. Je suis devenue une créature de la nuit. Je me suis liée aux mauvaises personnes. Je me suis réveillée dans des lits étrangers et j'ai perdu plus de 10 kilos en quelques mois. La première fois que j'ai sniffé de l'héroïne, j'ai vomi. Et j'ai été si malade que je n'ai pas pu redresser la tête de toute la journée. Mon corps avait rejeté la drogue. C'était un signe, mais je n'étais pas en état de le voir. Avant même d'en prendre conscience, j'étais passée aux injections d'héroïne dans les veines. Marijuana, hashish, acide, cocaïne. J'ai essayé tout ce que j'ai trouvé. Il ne m'a pas fallu longtemps pour devenir une véritable épave, mentalement et physiquement. Tout ce que je faisais n'avait qu'un seul but, la drogue. Quand j'en prenais, je concevais des manières spectaculaires de me tuer. J'ai même tenté la ciguë à la manière de Socrate. Mais soit ce poison n'avait pas d'effet sur moi, soit l'herbe de couleur sombre que j'avais achetée à la porte de service d'un traiteur chinois n'était qu'une plainte ordinaire. Peut-être m'avait-on vendu une sorte de thé vert et avait-on bien ri à mes dépens. Nombreux furent les matins où je me réveillais dans des lieux inconnus, quelqu'un de nouveau près de moi, mais avec le même vide me rongeant de l'intérieur. Des femmes prenaient soin de moi. Certaines étaient plus jeunes, d'autres bien plus vieilles que moi. Je vivais chez elles, je dormais dans leur lit, j'occupais leur résidence secondaire, je mangeais leur cuisine, je portais les vêtements de leur mari, je faisais les courses avec leur carte de crédit, et je refusais de leur donner même ce semblant d'amour qu'elles demandaient, et que sans aucun doute elles méritaient. Je n'ai pas tardé à payer la vie que j'avais choisie. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mes amis. Finalement, j'ai perdu l'appartement où Margot et moi avions passé tant de jours heureux. Quand il fut évident que je ne pouvais plus supporter ce style de vie, je me suis rabattue sur les squats où tout était mis en commun. J'ai passé plus de 15 mois dans un squat de Rotterdam. L'immeuble n'avait pas de porte ni à l'extérieur ni à l'intérieur, pas même pour fermer les toilettes. Nous partagions tout, nos chansons, nos rêves, notre argent, nos drogues, nos aliments, nos lits, tout, sauf la douleur. Après plusieurs années de drogue et de débauche, l'homme que j'avais été a touché le fond. En me lavant le visage un matin, je me suis regardée dans le miroir. Jamais je n'avais vu une personne si jeune, tellement exsangue et triste. Je suis retournée au lit et j'ai pleuré comme un enfant. Le jour même, j'ai fouillé dans les cartons où je conservais les affaires de Margot. Ses livres, ses vêtements, ses disques, ses pinces à cheveux, ses carnets de notes, ses photos. L'un après l'autre, j'ai dit adieu à tous ces souvenirs. Je les ai remis dans les cartons et je les ai donnés aux enfants des immigrants qu'elle aimait tant. C'était en 1977. Grâce à de bienheureuses relations, j'ai trouvé un emploi de photographe dans un magazine de voyage très connu. C'est ainsi que je me suis embarquée pour un voyage en Afrique du Nord, valise en toile à la main et une photo de Margot en poche, fuyant l'homme que j'étais devenue. Un anthropologue britannique rencontré dans l'Atlas saharien m'a alors donné une idée. Il m'a demandé si j'avais jamais envisagé d'être le premier photographe occidental à m'insinuer dans les villes les plus saintes de l'islam. Je ne voyais pas de quoi il voulait parler. Il m'a expliqué qu'une loi saoudienne interdisait strictement aux non-musulmans d'entrer à la Mecque et à Médine.
aucun chrétien, aucun juif n'y était autorisé. Il fallait donc trouver un moyen d'entrer en douce et de prendre des photos. Si j'étais arrêtée, je risquais la prison. Ou pire encore, j'étais tout oui. L'excitation de pénétrer en territoire interdit, de réussir ce que personne n'avait accompli jusque-là, la bouffée d'adrénaline, sans parler de la gloire et de l'argent qui couronneraient mon exploit, tout dans cette idée m'attirait comme un ours un pot de miel. L'anthropologue m'a affirmé que je ne pouvais pas m'en sortir seule, que j'avais besoin de relations. Il m'a suggéré de contacter des confrères soufis de la région. Sait-on jamais, elles pourraient accepter d'apporter leur aide, me dit-il. Je ne savais rien du soufisme et je m'en moquais complètement. Tant qu'il proposait de m'aider, j'étais d'accord pour rencontrer des soufis. Pour moi, il n'était qu'un moyen en vue d'un but. De toute façon, à l'époque, pour moi, c'était le cas de tout et de tout le monde. La vie est curieuse, et là. Finalement, je ne suis jamais parvenue à la Mecque, ni à Médine, ni à l'époque, ni plus tard. Pas même après ma conversion à l'islam. Le destin m'a entraînée sur une route toute différente. Une route qui décrivait des boucles et des tournants inattendus, dont chacun m'a si profondément et si irrévocablement changé que, au bout d'un moment, la destination d'origine a perdu sa signification. Bien que motivé par des raisons purement matérielles au départ, quand le voyage s'est terminé, j'étais un homme transformé. Quant aux soufis, qui aurait prédit que ce que j'avais au départ considéré comme des moyens allait bientôt devenir un but en soi. J'appelle cette partie de ma vie la rencontre avec la lettre U, comme dans le mot soufi. Affectueusement, Aziz.